Bonsoir et bienvenue à cette émission que nous consacrons à l'actualité au Bénin et dans le monde. Trois grands sujets seront au cœur de notre émission de ce dimanche 16 octobre 2022. La situation au CNHU de Cotonou, la loi sur la suspension des peines et le coup d'État militaire au Burkina Faso. Dans ce nouveau format de notre émission, nous aurons deux analystes pour nous accompagner tous les dimanches. Tout d'abord, M. Michaela Kassoumou, très heureux de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Oui, bonsoir M. Jules Diossou et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Nous avons aussi avec nous M. Alfred Rouillon. Merci de se joindre à nous. M. Alfred Rouillon, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir, M. Jules Diossou. Bonsoir, M. Michaela. Bonsoir, M. Rouillon, Alfred. Bonsoir aussi aux internautes qui sont déjà connectés et puis ils peuvent participer aussi à l'émission en laissant leurs commentaires dans le fil de cette vidéo live. Avant d'aller dans le vif du sujet, avec votre permission, je vais partager rapidement la chronique du frère Ronvi et puis après on revient sur ce plateau pour aborder le premier sujet. A un jour, dans une citation restée célèbre, affirmé ce qui suit. Je cite, ouvrez les guillemets. Dieu rit des prières qu'on lui adresse pour détourner les malheurs publics quand on ne s'oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je, quand on l'approuve et qu'on y souscrit. Fin de citation. Il y a dans ces quelques mots de l'évêque Bossuet une invitation à l'autocritique. Car oui, compatriotes, mes frères, la question mérite désormais d'être posée. Sommes-nous responsables de nos propres malheurs en République du Bénin? Ne sommes-nous en ce moment même en train de chérir par notre silence les causes qui dans le futur feront de nous les complices de nos propres bourreaux? J'ai par vous, compatriotes mes frères, et à de nombreuses reprises été invité à réagir au sujet de ce fait divers macabre dont le CNHU de Cotonou a été le théâtre. Je souhaite vous inviter à voir au-delà du drame lui-même, à élever votre réflexion au-delà du mensonge d'un talon patrice qui, mythomane comme d'habitude, prétendait produire assez d'énergie pour concurrencer les économies asiatiques. Oui, compatriotes et concitoyens béninois, certains d'entre nous ont ici applaudi quand le droit de grève fut arraché au personnel soignant, médecins, infirmiers, aides-soignants, sages-femmes et j'en passe. Or, j'ai la faiblesse de croire que les grèves souvent ont l'avantage d'attirer notre attention sur ce qui va mal. Ce droit de grève aurait, j'en suis certain, donné aux professionnels de la santé l'occasion de montrer à l'opinion publique nationale et internationale l'état de décrépitude avancé dans lequel Talon Patrice a laissé choir le patrimoine hospitalier béninois. Ainsi, j'accuse Talon Patrice d'être non pas coupable, mais responsable du décès de nos malheureux compatriotes. C'est lui qui a imposé à nos hôpitaux cette omerta sans laquelle nous aurions en temps réel su qu'en plus d'être des mouroirs, nos hôpitaux étaient déjà devenus des pièges à hommes d'une macabre efficacité. En politique comme sur le plan social ou économique, toutes les soi-disant réformes du tyran béninois n'ont eu pour effet que d'aggraver les maux qu'elles étaient pourtant censées résoudre. Certains ont cautionné cela. Nous en sommes aujourd'hui, et malheureusement, les victimes. À tous ceux qui estiment qu'il vaut mieux pour un pays pauvre se doter en monuments coûteux,
en jardins publics et en ronds-points fleuris qu'en universités et hôpitaux de qualité, la réalité aujourd'hui se rappelle à votre bon souvenir. Les 4 milliards de francs CFA que nous ont coûté l'exposition au Palais de la Marina de quelques objets d'art auraient suffi à doter le CNHU en groupe électrogène de qualité et ainsi pallier aux fameuses coupures dont la récurrence sous Talon Patrice est d'une triste singularité. Et ce, quelles que fût d'ailleurs les dénégations de Léandre Rumbedji, qui, comme à son habitude, s'égare en laïus et en explications vaseuses. Le tyran qu'il sert avec un zèle proche de l'obséquiosité n'a pourtant jamais caché son mépris pour la vie humaine, plus précisément celle des Béninois. C'est donc ici le lieu de rappeler que la liste des Béninois et Béninoises passés de vie à trépas du fait même de la tyrannie de Talon Patrice, cette liste, disais-je, est longue comme le cou d'une girafe. Notre émotion ne doit en rien être sélective. Je vous invite à faire chacun où vous êtes en ce moment la liste de toutes les vies brisées par Talon Patrice et son régime. Faites la liste des femmes, hommes et enfants dont la mort violente ou lente lui sont d'une manière directe ou indirecte imputables. La triste réalité vous apparaîtra alors nue comme la vérité. Ce régime a fait de l'inhumanité un mode de gouvernance. En ces temps où la question d'un 3e mandat du tyran fait débat, j'y reviendrai, je veux donc rappeler à tous les mots de l'évêque Bossuet. Nous avons le devoir de n'être point, par nos choix et nos prises de position personnelles, les complices d'un 3e mandat dont les conséquences, à n'en point douter, seront pour nous tous, peuple béninois, les pires tourments. Or, je tiens à le dire, les législatives de janvier 2023 poseront la première pierre de ce mandat d'usurpation que Talon Patrice compte s'offrir. À chacun donc de faire un choix sage et intelligent pour que jamais Dieu n'ait à rire des conséquences dont nous aurons pour notre malheur chéri les causes. Compatriotes, je vous conseille vivement la lecture d'un ouvrage d'une justesse historique de toute beauté. Le titre « Processus démocratique au Bénin de 1990 à nos jours, compromis ou compromission des acteurs politiques ». Auteur Sostène Adéossi. Vous comprendrez les circonvolutions douteuses de certains acteurs politiques actuels. J'y reviendrai pour une recension complète. C'était moi, Rumvi, votre frère, opposant sans peur, béninois sans reproche. Et nous avons emprunté cette chronique du frère Rumvi pour introduire cette émission. Comme vous l'avez constaté, nous commençons par le premier sujet est relatif à la situation au CNHU de Cotonou. Il a évoqué notamment les morts survenues suite à une coupure de courant. Donc, ces morts scandaleuses suscitent des réactions aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur du Bénin. La presse indépendante a même qualifié le CNHU de mouroir. Monsieur Michael Kassoum, cette situation était courante dans nos hôpitaux en Afrique? Bon, je ne parlerai pas d'Afrique comme continent, mais on va se centrer sur le cas précis du Bénin qui nous interpelle ici à plus d'un égard, parce que là, on a écouté la chronique du chroniqueur Rumvi qui, quand même, est d'une grande profondeur et qui, malheureusement, et on peut le reprocher tout ce qu'on veut, retrace quand même la misère dans laquelle nous nous trouvons dans notre pays. Et malheureusement, on est là à commenter des morts qui sont dues et qui ont été causées par une grosse négligence d'un pouvoir quand même qui fait du social et qui vend du social du matin au soir. Quand on écoute le frère Rumvi, de façon transversale, il a parlé d'humanité. Je crois que cette situation quand même doit quand même interpeller d'abord le ministre de la Santé et aussi le chef d'État, bon, si on peut l'appeler comme ça. Et sur cette question-là, quand même, parce que c'est de moi quand même qu'il s'agit. Et on ne peut pas comprendre quand même en 2022, pour une coupure de courant,
que nos compatriotes décèdent comme ça. Ils doivent s'interroger et questionner leur humanité, leur profonde humanité. Qu'est-ce que ça représente pour eux? Et finalement, que des gens décèdent comme ça et qui se mettent à la place des gens qui ont perdu leurs parents avec cette grosse négligence. Et on va y revenir, je ne vais pas m'opposer la parole, c'est ce que je peux dire. C'est un drame humain qui s'est joué devant nous. Et il va falloir quand même qu'on opine là-dessus et quand même trouver des voies et moyens pour en sortir. Merci. Merci. Monsieur Alfred Rougnon, le mercredi 25 mai dernier, Oui. 11 bébés sont morts dans un incendie dans un hôpital au Sénégal. Est-ce que les hôpitaux africains sont abandonnés par les pouvoirs publics? Merci beaucoup, Monsieur Jules. Comme vous l'avez dit, voilà, il y a un cas au Sénégal, il y en a partout, au Cameroun. Et je crois que nous sommes dans un dilemme. Je crois que le véritable problème, c'est que nous avons un véritable souci en Afrique et pour ce que c'est que la personne humaine. Et le frère Rouvi parlait tout à l'heure d'inhumanité. Je crois que le problème même de fond, c'est que nous n'avions pas adopté, nous n'avons pas pu rattraper le concept de la médecine de Hippocrate, qui a des serments qui consistent à sauver l'humain, à préserver la vie humaine. Et tout ça nous a rattrapés parce que nous avions très tôt fait de récupérer un système colonial et sur lequel nous avons rapidement repris nos habitudes ancestrales qui n'ont pas forcément des hôpitaux, mais qui fonctionnent plutôt par la médecine douce, traditionnelle, et qui n'est pas très conventionnelle, mais de loges et de couvents, de familles, et qui se passe rapidement. La maladie étant d'abord un phénomène qui n'a rien à voir avec le physique, mais plutôt avec le métaphysique. Donc, nous n'avons pas tracé les postulats clairs. Lorsque les autres ont développé leur médecine et que nous avons les a eu comme des colons, qu'on a décidé maintenant de les faire partir et de construire notre nation, il va falloir s'asseoir pour comprendre dans quel genre pour comprendre le truc, comment on appelle, pour comprendre en réalité quel chemin nous voulons tracer. Est-ce que nous voulons prendre directement la médecine de Hippocrate et le faire et l'appliquer très bien, ou bien nous voulons essayer de mélanger notre système de conception de la maladie et essayer de voir le compromis. Donc, voilà un peu le piège de départ. C'est-à-dire qu'il faut faire un bon diagnostic avant de comprendre la problématique. Parce que moi, je constate que les hôpitaux globalement modernes, en Afrique noire, je ne dirais pas le Bénin, sont de véritables mouroirs. C'est parti directement pour achever l'humain. Parce qu'en réalité, les gens vont d'abord, il faut le dire, dans la médecine par souci d'avoir un gros diplôme et des gros parchemins, se retrouvent nez à nez face à la réalité. Et le système gouvernant n'a pas non plus mis une approche concrète de gestion de l'humain en place avant qu'on ne vienne installer les hôpitaux pour vouloir copier l'Occident. Alors que vous savez très bien que quand on parle par exemple de plateau technique, il ne s'agit pas d'acheter du matériel seulement, il s'agit de réfléchir et de continuer à construire le matériel, à l'adapter aux défis de chaque jour. Mais vous voyez ici, par exemple, au Bénin, on veut acheter un scanner, on veut acheter ceci, alors qu'on n'a même pas tous les paramètres donnés, comment ça évolue le scanner, est-ce que ça s'adapte même au système électrique, au réseau national, est-ce que ça peut s'évoluer? On ne fait rien, on fait juste du téléchargement, sans cookies, et on laisse là, on évolue. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je dirais qu'en Afrique, nous ne sommes pas prêts. Et nous devons retourner soit à notre médecine, notre conception du base, soit nous adoptons vraiment ce que les autres ont fait. C'est ça qui a créé le gap et les gouvernements en profitent. Parce qu'ils n'ont pas conscience de la personne humaine, nous les connaissons. Après, vous avez vu qu'il n'y a pas de système social. Globalement en Afrique, au Bénin, il n'y en a pas du tout. Et le pays qui n'a pas de système social, ce n'est pas un pays qui pense à l'humain. Voilà, c'est ce que je peux dire. On a parlé de dysfonctionnement, on a parlé de négligence. Où est-ce qu'on peut situer la responsabilité du drame qui est survenu au CNHU, M. Kassoum? Oui, M. Jossou, voilà, vous faites bien de recentrer le truc.
de quoi s'agit-il? Nos compatriotes étaient sur des tables d'opération, peut-être d'autres sont sortis déjà de cette salle et sont en réanimation. Je ne suis pas spécialiste de la médecine, mais nous avons eu la chance quand même de connaître au moins par an nous-mêmes comment fonctionne le truc. Donc, à un moment donné, il y a eu coupure de courant parce qu'il faut tout préciser que nous travaillons toujours avec des informations de seconde main que la presse nous a données ou bien que les réseaux sociaux ont mis gracieusement à notre disposition, qui ne manquent pas quand même d'intérêt. Et à un moment donné, le courant, on coupe le courant. Or, c'est connu que depuis longtemps, on nous dit, dans les hôpitaux, il y a des groupes électrogènes qui prennent le relais. Nous sommes en 2022, devant la présidence de la République du Bénin, palais très luxueux, hein, voyez-vous, construit à coups de milliards. Le centre universitaire Hubert Manga et Koutoukou Manga est resté là c'est-à-dire on ne prête même pas d'intérêt à ça. On ne sait même pas hein, si le chef d'État il a quitté son aquarium une fois pour aller juste en face de l'hôpital là pour voir ce qui s'y passe. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Ouais, déjà ainsi posé, ça pose un grand problème que les gens meurent. Voilà, il y a des groupes qui ne prennent pas de relais. Et ce qui est triste dans l'affaire, à la limite même, c'est quand finalement quelqu'un, c'est parmi les parents, dit, c'est ce qu'on a lu, hein, relève qu'il y a un peu de souci, c'est parce que votre groupe n'a pas marché, que les gens commencent à paniquer pour savoir que finalement, on voulait même encore cacher ça. Hein, dans le griffe. On n'a pas trop de preuves, mais c'est ce qui est dit. C'est le traitement de la chose qui pose problème. Moi, j'ai fait un petit papier, comme d'habitude, quand quelque chose m'interpelle. Et on commence d'abord, on va situer les responsabilités. Non, à l'instant là, même nous-mêmes qui sommes là, le bon sens veut que, c'est-à-dire nous disons, nous compatissons à ces parents-là, à ces gens qui ont perdu leurs parents, à nos compatriotes qui sont décédés, mais ça peut nous arriver. Non, on commence à chercher, oui, on va situer les responsabilités. Là, on n'est plus à faire de responsabilité. Là. Dans des pays sérieux, il y a longtemps que le ministre de la Santé, là, lui-même, il vient faire son mea culpa, ou bien tout le monde dit qu'on ne demande pas de démissionner. Mais pas forcément. Mais on fait comme si les responsabilités, bon, on apprend là qu'on a arrêté telle personne, mais c'est pas normal. C'est la façon de gérer le problème qui amène ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant longtemps, et depuis longtemps, le système politique, le régime en place, applique au système, à l'administration et partout, et l'hôpital fait partie de ce que je mets dans l'administration, en tout cas, tout au moins hospitalier et tout, le système qu'ils appliquent aux opposants politiques. On confie le règlement des problèmes à la police et à la justice, et pensant que c'est la police, la justice qui résout tout dans le pays. Non, mais ce n'est pas ça. Les parents n'attendent pas aujourd'hui là qu'on dise que c'est comme là, ou bien c'est Issa, et qui n'a pas mis le groupe en marche. Mais comment se fait que le groupe n'a pas marché? C'est ce qu'on demande. Et d'abord, si une tête doit tomber, d'abord, c'est le ministre de tutelle. Et après, il y a le président. Ça, parfois, je ne comprends pas des analyses qui dissocient et le ministre et le talon. Non, c'est souvent, c'est un continuum. À force de le confier hein, à la police et à la justice, des problèmes sérieux comme la santé, un truc qui est pointu, on arrive à ça. Ça montre quoi? C'est-à-dire, partout, on fait tout par la peur. Hein, on fait tout parce que là, maintenant, là, ils sont dans tous les États, les gens, des personnes qu'on doit amener en justice, des gens qu'on doit coûter à la criette et tout. Non, ce n'est pas ça. Il faut résoudre le problème de fond. Et le problème de fond, c'est un professeur qui le dit. J'ai vu la vidéo passer sur les réseaux sociaux. C'est ce que le frère Onvi dit. L'avantage qu'il a à ce chroniqueur, c'est de faire un travail d'une grande profondeur qui est tellement documenté. Mais les grèves, là, on enlève les grèves. Mais c'est là où finalement, c'est une revendication sociale. Ça n'a rien de politique. Hein? Politicienne, non. On a tel souci, hein? On marche, on veut les scanners, on veut ceci. Notre groupe électrogène ne prend pas le relais. On aurait pu résoudre ce problème-là. Donc, en fait, il faut situer les responsabilités. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui de s'agiter, de dire on va mettre l'autre en prison, tel en prison. Non, c'est la tête qui tombe là. Quand il y a un passage de santé qui s'agit, on ne fait même pas en politique là. Et ce drame humain révèle en réalité les limites de comment ce régime en place résout les problèmes du pays. C'est de vie humaine qu'il s'agit. Mais il est temps quand même qu'on s'asseye pour mettre beaucoup de moyens dans l'hôpital, dans notre pays. Et comme le dit le monsieur Rougnon, la situation ne doit pas être aussi différente dans d'autres pays, où finalement, partout dans nos pays, là, c'est les autorités qui sont au pouvoir. Ce qui les intéresse, c'est leur famille, le palais dans lequel ils sont, et c'est terminé. C'est ce que je peux dire pour l'instant.
Monsieur Rougnon évoquait tantôt la médecine traditionnelle, qu'on n'a pas su importer la médecine moderne dans nos pays. Est-ce que c'est à ce niveau que se trouve, on peut situer le drame survenu au CNHU, Monsieur Rougnon? Non. Là, j'étais dans un diagnostic de fond pour vous dire en réalité globalement ce que la perception, ce qu'on remarque globalement quand on rencontre un peu les gens, quand on voit un peu comment ça fonctionne au niveau de l'administration de la santé. Les gens ne sont pas vraiment dans la philosophie de Hippocrate, hein? Non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout dedans, ils sont dans les histoires de métier. Et ça accompagne tout le reste des problèmes. En réalité, le drame qui est survenu, quand je ressens le débat, le drame qui est survenu là, qui n'est pas un drame, c'est récurrent, c'est tous les jours. C'est juste parce qu'ils sont tombés sur un parent et victime qui est un intellectuel en retraite, qui n'a plus rien, plus rien ne lui fait peur. Sinon, vous subissez, vous avez honte et vous partez. Les gens subissent ça tous les jours. Juste après ce drame, il y en a eu d'autres. Donc, c'est même coutumier. La responsabilité est unique. C'est le chef de l'État. Parce que déjà, avant de devenir chef de l'État, on ne vous propose quoi? Vous proposez avec toutes les énergies du monde. Et quand on vient, c'est pour bien faire les choses. Donc, il n'y a qu'un seul vrai responsable. Il n'y a personne au poste là qu'on peut dire qui ne soit pas de son ressort. Et que ce soit le ministre qui doit démissionner s'il était responsable, le minimum, c'est de démissionner. Il va même se cacher, il devait même se suicider. Et les autres, les directeurs, tout ça, c'est des postes politiques, c'est des partenaires. Comme le disait même l'actuel président, on parle de partenaires politiques, grands partenaires. Donc, déjà, les trucs vont dans ce sens. Vous voyez que les gens ne peuvent pas se lever pour limoger celui qui les a fait venir au pouvoir à cause d'un mort de quelqu'un. Donc, le point global, par exemple, là, c'est pour ça que moi, je voudrais laisser le débat à ce niveau pour dire globalement comment ça passe. Ça se passe dans la tête de l'Africain noir. Nous avons téléchargé un système qui ne nous correspond pas. Sinon, en réalité, imaginez si c'était au fronton de nos hôpitaux qu'on avait la médecine traditionnelle, et même si aujourd'hui, eux aussi, ils sont dans le marchandage de la santé, ils vont quand même mieux prendre soin de la personne humaine que ce qui se passe. Moi, je n'ai pas vu un hôpital au Bénin où on prend soin de l'homme. Les gens sont là, c'est devenu un piège à hommes. Vous tombez dedans, mais vous demandez même si vous n'allez pas escalader le mur pour fuir. Parce que les gens ne sont pas là pour vous traiter, ils sont là pour vous regarder, et ils sont là en train de chercher de l'argent. Or, en France, vous savez comment ça se passe. Vous avez un problème, vous voyez un médecin, il n'a pas un contrat d'argent avec vous. Il vous traite. Il est uniquement sur l'objectif de vous guérir. Mais ici, vous avez vu tout ce mélange à l'entrée de l'hôpital. Il y a des trucs qui vous demandent d'abord les reçus. Vous faites des va-et-vient. L'État n'existe pas en Afrique. L'État n'existe pas. Donc le problème est là. Sinon, vous regardez, les gens mettent 14 milliards pour développer un palais où ils sont déjà à l'aise. Hein? Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas besoin. Ils ont leur système de santé en Occident. Ils n'utilisent pas le système de santé national. Et ils ont utilisé des milliards pour embellir leur palais et ils n'ont pas intégré. Le palais est à peine à 12 mètres du CNHU. Et ils n'ont pas intégré comment rehausser le niveau et le plateau technique d'un hôpital de référence, l'unique, là où le premier président est mort. Hein. Manga est mort là, au CNHU. Ils n'ont pas intégré comment améliorer le CNHU pour que ça réponde un peu à l'embellissement du palais qui est en face. Vous voyez que si le problème est à ce niveau, on doit redéfinir la politique de conception même de base de la santé. Les gens sont dans une inconscience qu'on ne peut même plus parler d'individus. C'est collectif. Parce que, vous avez vu malgré tout ça, parce que si je prends le cas des partis politiques, ils font des télétons pour gérer les partis, pour se lancer. Mais combien sont-ils à faire des télétons pour améliorer, par exemple, les plateaux techniques? Donc, le problème est tellement généralisé que les gens même savent que c'est quand on a le dos au mur, qu'on amène son patient à l'hôpital. Sinon, on sait très bien que quand l'hôpital s'ouvre dans votre vie, il y a deux chemins. Vous mourrez ou bien vous revenez à la maison vivant par miracle.
C'est pour cela que si on ne mène pas un diagnostic très fort de la définition même de la médecine, on va toujours tourner autour. Si le président de la République n'a aucune conscience de ce que c'est que la vie humaine, comment vous voulez que les gens n'utilisent pas la police pour faire taire les choses? On veut faire tomber une tête. Il y a un ministre qui est payé à des millions de francs qui sont là. Les gens, il y a plein de cadres autour de lui qui s'occupent. Il y a même des cadres spécifiques pour le CNHU. Toute cette filière de cadres pose problème. Et parce qu'à la base, c'est en fait de la singerie. Il n'y a pas de médecine au Bénin. Il n'y en a pas. On est patogé, on est à cheval entre, on va voir si on peut faire ce que les Blancs font, et on fait semblant de ne pas faire ce qu'on a l'habitude de faire, qui est notre médecine nous-mêmes. Donc voilà, moi, comment je conçois la chose. Sinon, on a vu trop de morts, il y a trop de bavures dans les hôpitaux, et les gens ferment les yeux tous les jours. J'ai vu même des gens qui disaient non, il y a d'autres qui font bien leur métier. Aucun. Parce que lorsque tu fais bien ton métier et que tu es au CNHU, tu dois démissionner. Il n'y a pas un médecin correct. Tu peux être dans un hôpital où les gens meurent par des erreurs monumentales. Un groupe électrogène. Quand on veut recevoir même des gens aux urgences, on contrôle toute la filière électrique de ce dont on a besoin. Mais vous voyez que les gens s'en foutent, on confie les choses à des volets, des cloisonnements dans la même administration, on cloisonne tout, vous voyez, c'est tout un système global qu'on a mis là pour se tuer, pour se nuire. On ne sait que faire ça. C'est pour ça que les dirigeants n'osent même pas penser l'hôpital au Bénin. Ils sont tous abonnés au plateau technique qui se développe d'eux-mêmes en Occident. Donc, vous voyez, c'est le point de départ. C'est pour ça que je vais être radical et dire arrêtons tout ça et allons à la médecine traditionnelle. Mettons au fronton de nos hôpitaux ce qu'on mérite. Parce que je crois que le CNHU nous ressemble. Tout ce mélange, ça nous ressemble. C'est vraiment là où je voudrais ramener le débat. C'est vrai qu'il faut centraliser pour faire comme si on est dans une république. On n'est pas vraiment dans une république. On fait comme si on est dans une république. Donc, du coup, il faut que les têtes tombent, il faut qu'on situe les responsabilités. Ça, c'est quand c'est une république, c'est bon. Pour maintenant, on est obligé de faire comme ça. Comme le dit M. Michaela, c'est normal. On doit situer les responsabilités. Mais vous allez voir qu'on va seulement faire tomber la tête des faibles, des gens qu'on n'a pas vus avant d'être nommés. Sinon, les gens qu'on a nommés soi-même, on ne va pas les faire tomber. Les gens qui ont été des partenaires politiques importants, on ne va pas les faire tomber. Donc, le problème n'est pas à ce niveau. Ça, c'est agrégé maintenant. C'est un gros problème, un engrenage qu'on ne peut même plus maîtriser. On va même chercher la dame motrice, on ne va pas la trouver. On va dire c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-ci. Alors qu'en réalité, le point de base, c'est la conception même de la médecine. Les praticiens même ont fait quoi de la médecine? Ils vont tout le temps aussi crier que c'est le gouvernement, mais ils ne sont pas médecins au gouvernement. Le ministre de la Santé n'est-il pas un médecin? Est-il un médecin atypique, formé autrement que les autres médecins? Donc, vous voyez, on est dans un système de conception de base de la vie humaine. Merci beaucoup. Dans la chronique du frère Onvi, il a évoqué brièvement les réformes engagées depuis 2016 dans le domaine de la santé. On a vu même pendant un temps, le secrétaire général du syndicat de la santé, M. Rousseau, a dû s'exiler pendant quelques mois ou quelques semaines. Quel lien fait-on entre les réformes engagées dans le domaine de la santé et le drame survenu au CNHU, M. Michaela? Non, mais c'est les réformes. Vous savez ce qu'on appelle réforme sous ce régime-là? Je ne sais pas, bon, en tout cas, peut-être qu'on n'a pas le même avis sur le fonctionnement de ce régime-là. Vous voyez, quand les spécialistes des domaines regardent ce que les gens appellent régime, mais tout au moins le projet qu'on les amène, en fait, c'est des projets qui ne finissent même jamais d'être saisis. Ouais, même le projet dont vous parlez là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de taper sur une machine pour le compléter encore demain, pour lui donner encore une autre forme. Vous demandez aux gens même qui sont concernés de vous donner la version définitive, ils n'ont pas. C'est comme ça avec ce régime-là. C'est la même chose pour la Constitution, c'est comme ça pour les tests juridiques. Et c'est aussi comme ça sans doute pour ces projets-là. Il n'y a pas, le lien c'est quoi? Il parle de quelqu'un qui s'est exilé. Vous savez, si tout allait bien, s'il allait s'exiler. Mais c'est que ça ne va pas. Je voulais faire référence à un professeur aussi que j'ai écouté. Nous, on les avait dit que cette réforme-là, ça ne va pas. Mais finalement, personne ne nous a écoutés et voilà les drames qui arrivent. Nous venons de rappeler tout cela, que les grèves, il n'y a pas de grève. Comment vous voulez que les gens portent à votre connaissance ce qui ne va pas? Et monsieur Mouyor,
et en fait, il pose vraiment aussi un problème. Nous sommes dans un truc où finalement, c'est quelques 3 familles qui gèrent tout. Vous cherchez dans l'hôpital, là, ceux qui le gèrent, c'était pour citer les familles qui gèrent cet hôpital-là. Pourtant, on se dit qu'on est dans une république, malheureusement. Ouais, maintenant, pour faire le... Pour moi, en termes de réforme, c'est la volonté des gens qu'on retrouve dans les caisses au Bénin et c'est la volonté de quelques personnes qui ne sont même pas du secteur qu'on retrouve. Parfois même, c'est ce que le monsieur professeur dit, j'ai vu la vidéo passer comme tout le monde, et c'est une vidéo qui date quand même d'un moment. Il dit, ce qui arrive là, nous on avait dit non, cette réforme, ça ne va pas. Mais ils vont vous démontrer, et ce qui est triste, il y a quelque chose quand même qui est très dangereux dans notre pays. Un porte-parole du gouvernement n'est pas un technicien dans chaque secteur d'activité du pays. C'est impossible. Il ne peut pas être compétent partout. Voilà, on a un porte-parole qui vient comme s'il était en train de parler aux sourds, aux gens qui n'ont que 2 neurones, et il a réponse à tout. Non, mais c'est de moi qu'il s'agit, je suis désolé. Et oui, il y avait 2 groupes, il y avait 3 groupes. Est-ce que les groupes vont fonctionner? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on est comme ça, quand on a tué des gens, on ne vient pas bomber le torse. Donc, on en est, c'est-à-dire arrivé à une certaine inhumanité, comme le dit le frère Mouvi, là, on peut le dire sans crainte. C'est ça le problème. Que représente, c'est ce que je dis dans mon petit papier, que représente la vie humaine pour ces gens-là? Voyez-vous? C'est ça le problème. Ce n'est pas venir faire la tchatch. Et les meurtres, vous venez faire la tchatch. Mais c'est là ils se sont fait prendre à leur propre pied. C'est comme ça qu'ils ont géré tout le pays. Vous imaginez ça, c'est à l'hôpital, ça. Mais imaginez les gens qui sont dans l'administration ordinaire. Mais si tu n'es pas dans l'un des partis là qu'ils ont là, mais tu es dans la merde. Parce que on règle tout par la peur. Mais si vous voulez gérer même l'hôpital par la peur, mais quand vous voulez que les gens nous soient, ils ne vont pas bien nous soigner. Nous, on n'a pas vocation. Nos parents là qui sont là n'ont pas vocation, ils n'ont même pas les moyens pour aller se soigner à l'étranger. Voyez-vous. Je profite pour dire que, je disais tout à l'heure, avant de passer la parole à M. Roumio, qu'il va falloir trouver une solution à ce qui arrive là. Hein? Nous, si nous invitons là, ce n'est pas pour être dans la tchatch, hein, c'est de dire aussi ce que nous pensons et par rapport à comment améliorer ça. Dans un pays normal, ce n'est même pas à nous qui dames là et à aux réseaux sociaux de chercher la solution tout de suite. On a nos avis. Mais quand vous avez des gens, en principe, de bons élus du peuple, qu'on appelle des députés, mais vous avez vu un seul des députés là, à part leur patron là, et dit quelque chose, j'ai vu il a fait une compassion comme tout le monde l'a fait là, parce que cela traduit ce que la vie humaine représente pour eux. Non, mais il ne peut même pas lever le petit doigt. Ça, c'est des gens qui sont payés à ne rien faire. C'est vraiment triste. Là, je crois qu'aujourd'hui, et si tout devait bien s'organiser, mais il faudrait dire quand même aujourd'hui que ces élus servent à quelque chose. Mais ils ont fait quoi pour l'hôpital depuis? Qui a parlé? Mais ils ne peuvent même pas oser parler, c'est ça qui est encore triste dans l'affaire. Donc là, il va falloir même à un moment donné s'asseoir pour dire, voilà, posons le cas de nos hôpitaux, de notre santé, système global en général. Et ça au début, je ne comprenais pas, monsieur Roumio, mais finalement, je l'ai compris. Si la médecine, du point de vue de ce que nous appelons la médecine moderne, ne peut pas marcher, parce que ça a un mode de fonctionnement donné, c'est quelque chose, c'est comme un pattern, c'est un modèle, enfin voilà. C'est un modèle qu'il faut respecter. Il y a ceci, il y a ça, il y a ça. Tout au moins, si on ne comprend même pas le mécanisme, c'est de faire le truc à rebours. Hein? Si on ne sait pas comment construire l'affaire, mais comment, déconstruisons ça alors, pour voir comment c'est composé. Si ça ne marche pas, bon, on retourne à la médecine traditionnelle. Là, on saura qu'on fait la médecine traditionnelle, point. Si on fait la médecine moderne, donnons-nous tous les moyens. Mais ceux qui sont là, actuellement, pour voir, par rapport à ce cas précis des morts là, c'est-à-dire ils ont lamentablement échoué, et c'est vraiment regrettable qu'on en arrive là. Les erreurs médicales arrivent partout. Les erreurs médicales arrivent partout. Mais là, c'est des suites de négligence qui ne remontent pas. Celui qui n'a pas branché le groupe, mais celui qui a peut-être tenté de brancher ça, ça n'a pas marché. Et comme le dit Mounior, c'est qu'il faudrait essayer il faut faire des essais avant de dire, bon, maintenant, quelqu'un donne le OK, et il dit, bon, là, maintenant, vous pouvez lancer l'opération, tout est en ordre. Hein? Nous, on en a tenté, on a testé. En plus aussi, c'est quand même fou, quoi. Nous sommes dans un système maintenant où il n'y a pas... je me fie à ce que dit ce porte-parole du gouvernement qui connaît tout, qui a la science infuse. Voyez-vous. Il dit on a 2 groupes. Mais là, ça dit qu'il nous assure qu'il y a redondance. Hein, on appelle ce système de redondance, c'est-à-dire que quand le premier groupe qui était là, on en avait 2 même. Quand le premier groupe n'a pas marché, mais pourquoi le second n'a pas marché? J'espère bien que les enquêtes, à la criette, iront jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est pour me résumer, les problèmes de la médecine, confions ça aux gens qui ont fait la médecine et qui ne soient pas du cartel du parti.
des cartels de partis au pouvoir, mais quand même de ce que le Bénin représente comme intelligence en matière de médecine. Mais on n'est pas rien en médecine. Hein? On nous insulte ici tout le temps, non? Disant que nos médecins, ils sont au centimètre carré ou au mètre carré à Paris, c'est plus que sur le sol national. C'est nous, quand même, le Bénin. Bon, c'est quand même inadmissible. Et je comprends pourquoi RFI, dans le débat d'actualité, transforme ce truc en problème, parce que c'est d'une curiosité que les personnes ne comprennent. Mais les mêmes personnes qui ont échoué là, hein, ils vont payer Jeune Afrique pour dire les âneries. Je suis désolé de parler grossièrement comme ça, parce que le débat est devenu comme ça. Finalement, le gouvernement, au lieu de se comporter comme gouvernement, se comporte comme les influenceurs. Hein? Voilà, donc ça dit, tout le monde utilise des mots qui parlent à l'autre. Voilà, je vous remercie beaucoup. On a appris parler, on a entendu parler, de la construction d'un hôpital de référence. Monsieur Rougnon, est-ce que cet hôpital de référence va finir par régler tous les problèmes qu'on rencontre par rapport au plateau technique au Bénin? Bon, déjà, on est. Je remercie M. Michaela pour son développement. Hein. Il est vraiment pondéré. Et je vais rebondir rapidement avant de répondre à la question. Il est un homme de droit, il accorde même beaucoup de crédits. Gouvernement, tout ça, ça n'existe pas. C'est des cartels, c'est des individus. Ça n'existe pas. C'est juste des mots, quoi. Sinon, en réalité, dans le fond, c'est leur accorder de crédit, gouvernement, président, directeur. Pour recruter même quelqu'un qui va démarrer le groupe, on fait encore affaire. Mais comment ça peut marcher? Ou bien le médecin même va placer encore son neveu. Le système, ça ne fonctionne pas. Maintenant, pour la question comment on appelle, d'hôpital de référence, c'est des concepts. C'est des concepts. D'abord, je parle des réformes. Vous avez vu qu'aucune réforme n'a marché? Une réforme, par exemple, du système partisan, vous voyez? Tu peux même pas t'enregistrer directement sur une plateforme claire, déclarer tes biens, il n'y a rien. La réforme n'a rien apporté. La preuve, les mêmes partis que la réforme a accouché ont commencé par avoir des problèmes, des changements de nom, des dissidents, tout ça partout. C'est la même chose, c'est juste un concept, hôpital de référence. Sinon, Abom et Calavi, c'est quoi? C'est une cité doctoire qui n'est même pas encore desservie. Vous croisez les gens qui viennent du Niger, du Mali, pour ramasser des marchandises au port, vous les croisez nez à nez, vous voulez acheter rien que du pain, et vous êtes en conflit avec un titan qui vient du Niger. C'est Abom et Calavi, c'est ça, il n'y a même pas d'accessibilité. Les gens sont tout le temps dans le bouchon, et c'est ça la référence à quoi? Ou bien c'est les hélicoptères, ou bien à partir de Ganvier, pas des bateaux mouches qu'on va amener comment on appelle, les patients, les urgences. C'est ridicule tout ça. Et vous dites que moi, je n'accorde aucun crédit à ces gens de trucs. En plus, cet hôpital, est-ce que c'est vraiment la politique béninoise? Non! On sait très bien, on a écouté des audios de l'ONG et Diaspora, je ne sais pas, Bénin Diaspora, qui a bien fait des études et qu'on croit même plus. Par rapport à cet hôpital de référence, ce sera toujours quelque chose qui n'a pas vraiment d'ancrage par rapport à la politique sanitaire du Bénin. Parce que les choses les plus élémentaires dont on a besoin, est-ce que le CNHU a été déjà élevé? Le CNHU existe, le cadre existe, il y a même une médecine, et comment on appelle, une école de médecine qui est annexée au CNHU. On n'est pas en train de renforcer les capacités, les compétences, un groupe électrogène, seulement un groupe électrogène. Il y en a tellement parqués dans les ministères qui manquent à l'hôpital national, je vais dire. Et vous pensez que c'est en construisant un autre hôpital à Calavi qui a une zone inaccessible qu'on va régler le problème? Le plateau technique sera là et les gens vont mourir dans la circulation. Ça n'a pas de sens, c'est toujours du zinzin. Excusez-moi, je ne suis pas un homme de droit, donc je me permets d'être grossier. Ça n'a pas de sens. On n'aura même pas accès à ça. C'est comme les polycliniques qui desservent beaucoup plus les expatriés. Les gens auront des problèmes, ils n'auront pas accès à l'hôpital de Calavi, la majeure partie des Béninois. Parce qu'il y aura d'abord la cherté, on n'a pas un système social qui permet d'avoir accès à la santé. On n'a pas les bases définies de l'humanité. Donc, on ne peut pas, dans ça, commencer par construire des hôpitaux ici, par là. En plus, quand vous regardez les financements, j'ai reçu le dossier sur ma table, j'ai lu un peu, il n'y a pas de souveraineté dans cet hôpital de Calavi.
c'est purement du jonglage occidental et puis ça fait son coup. On va espérer que quelque chose, un plateau technique de plus va naître. On a entendu plein de choses sur l'hôpital de Parakou. Ouais, sous les régimes précédents. C'était à grand renfort médiatique. Aujourd'hui, je veux bien comprendre si des statisticiens peuvent nous dire combien l'hôpital de Parakou a apporté un plus dans l'amélioration des conditions de vie en matière de santé publique. Oui, c'est-à-dire, les régimes font des choses juste pour avoir de ces genres de réalisations, même pas pour la postérité. Ils font les réalisations pour le cash flow, pour gagner de l'argent. Il n'y a pas un diagnostic de base et régler quel problème, et ça s'expose clairement. On a vu comment les gens ont mis le matériel, ils ont déployé tellement de machines pour construire quelque chose à Calavi, en face d'un autre hôpital. C'est presque en face de l'hôpital de zone de Calavi. Et on a mis ça. Vous voyez, quand c'est comme ça, on se rend compte que c'est un truc de vide-grenier. Et après, parallèlement, après, on se rend compte que c'est la France qui voudrait bien dépolariser un peu son système de santé, plateau technique, pour permettre aussi à ses compatriotes de connaître la médecine au niveau de l'Afrique, afin de pouvoir répondre aussi aux besoins en Occident. C'est une plateforme d'échange. Donc, vous voyez, ce n'est pas encore un truc de souveraineté. Et moi, je pense que s'il doit y avoir un truc de souveraineté au Bénin, un hôpital pensé béninois, il va falloir mélanger aussi bien les praticiens modernes que les praticiens traditionnels, les référencer, déjà les mettre en ordre, et qu'ils soient au fronton des hôpitaux. Parce que nous sommes dans un système de conception de maladies qui n'a rien à voir avec la conception occidentale. Vous voyez quelqu'un qui fait un accident ou bien qui est dans une urgence, qui n'a rien à voir avec les pathologies modernes. C'est peut-être illusoire. Et on vous les déverse à l'hôpital. Après, on fuit de l'hôpital. Et la tradition vous dit, oh, c'était pas un truc d'hôpital. Même les exorcistes, les chrétiens, le christianisme, la religion, vous dites que c'est pas un truc d'hôpital. Vous voyez, on tourne en rond, on se laisse tourner en rond. C'est pour ça que je dis, il faudrait redéfinir le concept de l'hôpital. Lorsque nous savons que traditionnellement, toutes les familles sont liées, déjà par ce système de conception, que la maladie n'est pas forcément d'abord un truc, ça peut être un truc envoyé ou tout ça, malgré les plateaux techniques, tout ça là qu'on va développer, tant qu'on n'a pas intégré notre capacité interne de conception de la maladie dans la chose, on va toujours flotter. Ça va toujours être quelque chose qui va aboutir à des résultats un peu bizarres, comme ce qu'on est en train de voir. Parce que les gens n'ont pas pris la médecine en main. Les praticiens, ils ont leur diplôme, tout ça. Ils ont comment on appelle, la parure, et les stéthoscopes, oui, les concepts, les mots, Google les dit maintenant, tout va bien. Mais en réalité, le sens même de la chose les échappe. Guérir un Béninois, c'est quelque chose de particulier. Tant qu'on ne va pas intégrer vraiment, les gens le essaient, hein, c'est pas du nouveau. Quand il y avait les Alfred Kenom et l'OMS, les trucs marchaient au Bénin, ils ont essayé d'intégrer la médecine traditionnelle à la médecine moderne. Après, ça s'est mélangé. Le Sénégal est en avance aujourd'hui. La Côte d'Ivoire aussi a essayé beaucoup de choses. On a beaucoup de médecins qui sont rentrés dans ce lot. Et vous allez voir aussi, le Monseigneur de Souza a développé beaucoup de petites cliniques qui ne donnent assez qu'à la médecine traditionnelle. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait qu'au niveau national, on ramène les gens à leur débat. Vous rencontrez des praticiens avec des pathologies lourdes qui vous disent, qui vous chuchotent à l'oreille, monsieur, allez dans la tradition pour consulter. Vous imaginez dans un hôpital de référence, moi on m'a dit, j'ai eu un cas de pathologie lourde et le médecin m'a soufflé à l'oreille, ce truc va chercher dans la tradition. Donc vous voyez, quand c'est comme ça, il ne faut pas qu'on aille avec de l'hypocrisie. Il faut pas qu'on aille avec de l'hypocrisie, il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on redevienne nous-mêmes et dans la souveraineté, on pourra faire des choses intéressantes. On ne va pas tout le temps importer des plateaux techniques qui vont marcher. Tantôt, c'est le spécialiste qu'on va former qui n'existera pas, qui ira faire 6 mois, revenir le temps de faire 6 mois, beaucoup de gens vont partir. Donc, vous voyez, on ne peut pas être dans un système de médecine à la traîne, en train de tendre la main. Les politiciens ne sont pas là pour régler le problème des communautés locales, ni des populations, ni des citoyens. Ils sont là pour un truc, ils ont mélangé des choses pour prendre le pouvoir. Donc, ils ne sont pas encore dans la dynamique de l'humanité. Ils sont dans l'inhumanité.
Donc, c'est ça qu'il faut comprendre et booster la chose d'une autre manière. Il faut les mettre devant le fait accompli, au fait. Merci beaucoup. Selon plusieurs informations qui circulent sur les réseaux sociaux, il ne s'agit pas plutôt d'un drame, j'allais dire inédit, mais c'est un drame quotidien dans nos hôpitaux un peu partout au Bénin. Même au lendemain du drame survenu au CNHU, on a appris que des bébés ont été confisqués. Aujourd'hui, la question principale est que faire pour que ce drame ne se reproduise plus chez nous? Monsieur Michaela. Oui, mais je disais tantôt qu'il faudrait une assise. Pour améliorer quelque chose, les bonnes discussions doivent se faire dans des laboratoires. Je ne sais pas si c'est laboratoire, au niveau de la société savante d'abord. Tout commence d'abord dans la société savante de ce domaine. Voyez-vous, c'est-à-dire là, c'est pas on a des médecins bien formés. Moi, je n'ai pas de doute sur ça là. Personne n'a même de doute. D'ailleurs, sur le plateau, personne n'a dit que nos médecins sont médiocres. Mais comment se fait-il que nous avons un problème ou bien ce régime-là n'avait pas à mettre ces médecins-là ensemble pour qu'ils réfléchissent et sortir quelque chose de ponctuel? Mais attends, je ne comprends pas. Pour refaire le palais, il a fallu sélectionner un architecte. Il a fallu discuter avec les gens pour dire je voulais que le soleil entre par telle fenêtre, par tel côté, et que ça se couche de l'autre côté. Et que on a dû faire des trucs. Là, on a réussi ça vraiment bien. Mais pourquoi au niveau de l'hôpital, il n'y a pas moyen de réunir tout le monde pour dire, bon, nous voulons faire quelque chose de bien? En fait, Talon doit prendre cette affaire de drame humain qui s'est passé là comme un problème, comme un échec personnel. C'est ce que l'humanité, son humanité à lui doit quand même... Parce que c'est facile, le milieu de la santé, il faut peut-être que c'est quelqu'un, je ne le connais pas, on le voit tout à l'heure, on ne le dédouane pas, mais qu'on le veuille ou non, on ne peut pas faire une dissociation de ce milieu de la santé-là et celui qui est son chef. Pourquoi chez nous, quand quelque chose se passe là, c'est des gens qui n'ont personne là, hein, qu'on prend, qu'on jette à la criette et on peut soustraire. Si par erreur, ils ont amené d'autres qui finalement se rendent compte qu'ils ont des gens bien dans le système, on les soustrait, pas d'autre manière. Ce qu'il faut faire, c'est de réunir la société savante, c'est de réunir les techniciens, même ces gens qu'on prend là. Et on dit on les a amenés à criette pour les interroger là, mais c'est une souffrance qu'on est en train de les infliger pour rien. Il faut exactement ce qu'ils font aux politiciens à ces gens-là. Je vous assure, de toute façon, à quelle justice on les amène même? C'est une justice où finalement celui qui écrit le test, c'est lui qui est l'avocat, c'est lui qui est le président de la cour, et c'est en même temps c'est lui qui délibère, et c'est lui qui est la presse. Il est tout à la fois. Ça fait que personne n'accorde de crédit à tout ce système-là, parce qu'il y a assez de cinéma autour de cela. Je suis désolé, ce pays-là appartient à tout le monde. Il ne faut pas que les gens dont on parle là, c'est qui? C'est des gens qui sont issus des Béninois, à qui on a confié temporairement un pouvoir donné, à qui, encore cette fois, si on ne les a pas confiés, ils l'ont arraché de force. En principe, quand c'est comme ça, on fait profil bas. Mais curieusement, c'est là maintenant les bombes de torse. Voyez-vous, je le dis très facilement, je l'écris partout. Ce que je dis là n'est pas nouveau. Mais vous êtes en face des gens qui ne discutent pas, M. Diossou. Vous êtes, et ceux qui apportent pas leur petite réflexion, d'accord, si peu soit-elle, on ne les écoute pas. Vous voyez le monsieur Ouvi, notre compatriote Ouvi, mais il fait une analyse d'une grande profondeur. Il utilise ces mots, ça peut choquer. Et il utilise ces mots et ça peut parler à certains. Mais c'est ça, il a contribué, en tant soit peu, à l'évolution du débat. Vous voyez, l'ONG Diaspora, Bénin Diaspora, je les suis. Hein, parce que, comme c'est dit, je fais un peu de la médecine de la santé aussi, du point de vue social, un peu en lien avec la sociologie. Mais c'est des gens qui font aussi une analyse, c'est une grosse contribution que cela font. Mais par contre, je vais le dire, je sais qu'on me coupe publiquement, ce que je n'ai pas à comprendre, peut-être chez le dirigeant de l'ONG, là, qui est peut-être l'avis de tous ses membres, c'est de faire une dissociation entre le chef de l'État et le ministre de la Santé. C'est les mêmes personnes. Hein? On ne peut pas dire, on ne peut pas charger du matin au soir le ministre de la Santé et laisser le président. Non, c'est un Béninois comme tout autre. Ouais, encore, voilà, si ça ne va pas, il faut avoir dit que on est en République là. Parce que, Antoine, si on veut monter comme une royauté, là aujourd'hui, c'est le règne des Glélais. Je n'ai rien contre les Glélais, je compte beaucoup d'amis Glélais, mais on dit que c'est Glélais qui veut ce qui se passe là aujourd'hui. Je suis désolé de le dire brutalement parce que c'est de la famille de ces gens-là que ça arrive. Et ici à Lyon, devant nous tous. Voyez-vous. Donc, non, les gens ne veulent pas discuter, M. Diossou, il va falloir que les gens discutent. Et le refus de la discussion, vous savez, là où ça aboutit,
finalement, ça invite d'autres acteurs qui ne savent pas discuter, eux, ils savent discuter avec d'autres moyens. C'est vraiment triste de parler comme ça. Parce que ce truc de la santé là, qui est arrivé, la mort de nos compatriotes, mais ça doit nous interroger tous. Ce n'est pas quelque chose à venir là, et un porte-parole vient raconter sa vie là, parce qu'il a, maintenant, c'est dit, il a un gros salaire pour dire n'importe quoi, et il vient dire, le président, il vient ici faire son truc, le patron des députés, et qu'on paye à ne rien faire, il vient aussi, il parle, c'est terminé. Non, mais pour les parents, ce n'est pas terminé. Hein. Et je vous assure, pour les Béninois qui pensent qu'ils vont encore passer par le CNHU là, ce n'est pas terminé. D'où la nécessité de la discussion avec ces gens-là. On ne peut pas diriger un pays et refuser de discuter. C'est-à-dire, en plus, même c'est à ce moment-là qu'on casse les grèves encore. Voyez-vous? Et or, le frère Ovid démontre magistralement qu'on en est arrivé là parce que nous ne savons pas que ce point se passait. Mais attends, à qui on dira, monsieur Diossou, vous irez au CNHU et après votre opération, votre groupe, il n'y aura pas de relais, le groupe s'y a coupé de l'électricité, mais personne n'ira au CNHU. Les gens vont commencer à dire non, mais et là, il va falloir qu'on marche, il va falloir. Mais vous ne pouvez même pas marcher dans le pays et revendiquer quoi que ce soit. Ça, c'est un pays, ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je suis parti à gauche, à droite, mais pour moi, c'est qu'il faut discuter avec les acteurs du système sanitaire. Il y a d'abord les patients, il y a la société savante, il y a les techniciens et le peuple. Nous qui sommes des patients, nous qui allons dans l'hôpital. C'est ça, c'est comme ça. Et ce n'est pas nouveau. On a pu discuter dans ce pays. Mais depuis 2019, nous sommes en face des gens qui disent nous ne voulons pas discuter, nous sommes les plus intelligents du pays. Et c'est le problème que c'est ce que quand vous écoutez certains, c'est ce qu'on reproche au ministre de la Santé là. J'ai l'impression que c'est des gens qui restent dans leur chambre là, avec leur famille. Après, ils prennent des décisions. Ils disent bon, écoute, nous sommes les plus intelligents. Nous êtes dans les écoles sur la Lune hein, et sur d'autres planètes où vous n'avez pas été. Mais c'est bien beau, tout le monde se tait aujourd'hui. Mais le jour, les gens vont quand même dire mais on en a marre. Mais ça va donner autre chose. Parce que là, finalement, le truc commence, c'était politique, mais ça commence à atteindre maintenant le corps social, le corps humain. Ça devient compliqué. J'ai fini. Monsieur Rouillon, quelle est votre potion magique, votre remède pour que ce drame ne se reproduise plus? Bon, déjà, je ne vous donne pas la garantie que ça ne va pas se reproduire. Déjà, je dis que le gros problème, vous voyez la manière dont les gens sont, ils ne discutent pas, ils ont peur de discuter, ils ne veulent pas s'ouvrir. C'est la réponse exacte que veut celui qui les a mis là. Le ministre qui ne veut pas discuter, il peut rentrer même dans un couvent, vous dire comme ce qu'il en est. Mais dès qu'il sort du couvent, il dit, ah, celui qui m'a mis là ne m'a pas dit de dire ça. Donc, c'est un problème vertical. C'est tellement transcendantal que vous ne pouvez même pas... C'est-à-dire le pays, c'est individuel. C'est dans la main d'une personne. Je t'ai mis là, et c'est pour ça que j'ai supprimé les droits de grève. Sinon, qu'est-ce qu'un dirigeant a à voir avec les droits de grève? Si ça ne va pas dans un secteur, tu n'es pas spécialiste de tous les secteurs. Les gens n'ont qu'à ronchonner et gréver. Mais on lève le doigt, un matin on dit, on arrête les deux, on veut même bloquer. Le seul droit de grève qu'il existe au Bénin, c'est les citoyens lambda, qui ne sont dans aucune confession ou bien ne sont pas dans une profession. Ce n'est pas normal. Alors que la dynamique humaine dit quoi? C'est dans la confrontation que naît la lumière et le progrès. Mais quelqu'un reste là, il dit, moi je ne veux pas, je suis le dirigeant, je ne veux pas que les gens grèvent, je ne veux pas que les gens, ils n'ont qu'à se contenter de leur petit salaire. Déjà, ça ne va pas. Sinon, peut-être même au CNHU, il y aurait eu, avant ces coupures, là, tout ce qu'on est en train de voir là, ce dysfonctionnement, il y aurait eu des voix qui allaient se soulever. Les gens sont maintenant au boulot et ils se mettent, ils vont s'asseoir. On leur interdit tout de se... Il y a peut-être des gens, bon, qui veulent bien se révolter, mais ils ne peuvent pas. Puisqu'il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien qui puisse encore faire fonctionner. Et quand c'est comme ça, on place les ministres aussi, c'est la même, c'est le mot d'ordre. Je te nomme ministre, mais tu te tais. Et ça continue. Du coup, la potion magique, je ne garantis pas, mais ce que je dis là, avec ce que j'ai vu les Béninois organiser, depuis que moi je suis devenu, j'ai commencé à prendre conscience au Bénin ici, on ne peut pas faire confiance au système là, comme ça. Il vaut mieux imposer au système de repartir à la médecine qui est à son niveau de conscience. Je vous donne des exemples simples. Quand on parle du paludisme, il y en avait bel et bien en France et à Paris.
C'est un médecin qui a décidé d'en finir avec dans les années 50. C'est un fait de conscience et il a convaincu ses autres collègues. Et ça a marché. Tu es dans ta profession, tu as souffert et tu vois la personne. Pourquoi l'Aveyran a décidé de mettre fin au paludisme à Paris? Parce qu'il voyait l'accès fébrile, la manière dont les gens rentraient dans les... comment on appelle, les gens mouraient pendant l'été. Il dit non, mais je ne gagne pas en médecine en traitant ces gens. Je préfère tuer le vecteur du paludisme. Mais quel dirigeant, aussi mauvais qu'il soit, peut vous empêcher d'accomplir le bon sens? Ça n'existe pas. Vous prenez un bon acte. Vous êtes dans votre profession. Et je l'ai essayé dans ma profession. Vous êtes dans votre profession, vous prenez l'acte de résoudre le problème, vous la résoudre. Regardez au Bénin, les praticiens, ils se foutent pas mal du paludisme. Ils sont seulement raccordés aux molécules qu'on nous envoie. Ils ne veulent pas attaquer le vecteur, ils ne veulent pas aller à la prophylaxie. Ils sont là vautrés. Alors que nous sommes les zones de sévissement et les gens sont pauvres. Le paludisme seul peut acheter une parcelle. Quand vous traitez le paludisme dans une famille, une année. Mais vous voyez, ça ne les dit rien, ils se vautrent, ils ne disent rien. Les politiciens aiment ça. Ils aiment les gens qui ne sont pas conscients de leur profession. Ils en profitent pour se faire de l'argent. Parce qu'un politique, le premier objectif de leur vie, c'est de se raccorder au système sanitaire occidental. Là où le plateau technique est spontané, se construit, s'organise dans une dynamique de défier les maladies. Ici, les gens sont dans l'institutionnalisation. Ils ne se sont pas organisés en profession de défi. Dès que quelqu'un veut relever un défi au Bénin, il crée sa clinique et il est dans l'entre-deux. Vous voyez, donc moi je pense que c'est d'abord un problème de professionnalisation. Quel dirigeant va interdire à un médecin qui veut sauver des vies humaines de ne pas sauver des vies humaines? Mais la population va sortir pour dire non. Vous voyez, donc c'est là où se situe l'engrenage au fait. Donc dans ça, si les gens même qui sont dans le corps, qui sont spécialistes, ne sont pas montés au créneau pour dire non, non, non. Les gens, si vous vous laissez manipuler dans votre corps, contre votre déontologie, les gens meurent. L'armée tue des gens, par exemple, et vous-même, vous mettez que ce n'est pas l'armée. Si déjà, même on dit de faire le bilan de santé pour les dirigeants, et vous truquez pour mettre des gens qui ne sont pas dans des systèmes de santé, qui n'ont pas l'aptitude de diriger. Mais quelle profession vous avez? Vous n'êtes pas du tout dans votre profession. Vous truquez avec votre propre vie, votre destin et le destin de toute une nation. Et ça rejaillit dans tous les sens. Ça devient un engrenage. Donc le problème, c'est, je ne veux pas parler de conscientisation, parce que les gens sont conscients. Je veux parler plutôt il y aura une masse énorme de citoyens qui va se lever pour comment on appelle, déchoir tous ces gens-là et remettre les choses dans les mains de ceux qui sauvent. Aujourd'hui, les tradipraticiens, ils sont pleins. Ils sauvent les gens sans problème. Ils ne sont même pas dans un système de santé. Ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas de plateau technique. Mais regardez le plateau technique en Occident. Ce n'est pas le président qui décide. Ce n'est pas le ministre qui décide. Les hôpitaux se réunissent. Les spécialistes se réunissent et organisent le plateau technique. Demandent des fonds à la ville. Demandent des fonds à la commune, à la préfecture, au département. Font des rencontres internationales. Lèvent des fonds pour organiser le plateau technique en attendant les subventions de l'État. Mais c'est une question de conscientisation, de profession. J'aime ma profession. Moi, pas je suis dans ma profession, je ne suis jamais payé. Mais je ne lésine pas. Je mets les moyens. Si j'en ai pas, je bosse au niveau du développement des concepts. Vous voyez, les gens sont tranquilles. J'ai beaucoup de collègues. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils disent non, tu n'as même pas de salaire. De quoi tu vis? Mais c'est une passion. Moi, mon métier, c'est une passion. Je ne peux pas être médecin. Non, mais ça, je vais soulever le CNHU. Je vais être médecin, ce truc-là va passer. Vous avez vu la médecin? Vous les avez vus? Vous, Michaela, vous voyez comment ça vous fait mal?
Et allez écouter les médecins. Les politiciens adorent ça. Des gens qui ne sont pas conscients sur leur destin eux-mêmes. Ils exploitent ça pour s'enrichir. Parce qu'à un acte, pour acheter un groupe électrogène, ils vont s'organiser pour vider le grenier. Un groupe électrogène qui va coûter 10 millions, ils vont le vendre à l'État à 200 millions. Ils adorent ça. Puisqu'ils sont raccordés à un système de santé, là où le plateau technique est spontanément mis à jour, sans l'avis du politique ni de qui que ce soit. Donc le problème, c'est un engrenage. Et moi, je pense qu'à mon niveau actuellement, je n'espère pas un miracle, mais je veux plutôt que déchoir ces gens-là. Je dis, vous êtes seulement diplômés. Vous n'êtes pas dans votre profession. Je préfère encore que dans vos hôpitaux, on essaye d'amener les tradipraticiens qui n'ont pas fait le cursus pour vous mettre devant les faits accomplis. Depuis qu'on est en train de parler pour dire les pathologies illusoires, combien sont-ils ces médecins qui ont essayé d'intégrer la chose dans le dispositif du CNH? Ils vous chuchotent à l'oreille. Un professeur titulaire qui te chuchote à l'oreille que ta maladie là n'est pas d'ici. Il est là. Il ne peut pas mettre ça sur une ordonnance. Vous voyez que ça ne va pas. L'hypocrisie ne fait pas la fonction. Il faut être courageux. Il faut être passionné de sa vie. Même ventre creux, il faut le faire. C'est ça qui manque. Ça va toujours fonctionner comme ça, il n'y a pas de miracle. Merci. Il faut revenir à la médecine traditionnelle. Merci, M. Rounon. On va changer de sujet maintenant. On va aborder les deux prochains sujets vraiment rapidement parce que le temps est parti déjà. On a appris que la fameuse Assemblée nationale du Bénin a voté une loi sur la suspension des peines. Monsieur Kassoumou, qu'est-ce que cette loi peut apporter à l'arsenal juridique en place au Bénin? Oui, vous parlez de la loi où le président, il se lève un matin, il dit, bon, telle personne, moi, je suspends sa peine, mais qui lui donne ce droit-là? Donc, on est dans l'exagération dans notre pays, voyez-vous. Et d'abord, qui sont même ces députés-là? Ce ne sont pas des députés. Qui les a mis là? Personne ne les a mis là. C'est la volonté d'une seule personne qui met tout ce beau monde-là. Et c'est un syndicat du cartel. Et il y a leur patron qui vient. C'est lui seul qui parle. Non, les autres ne peuvent pas avoir le courage de parler. S'ils parlent là, ils vont quitter leur poste parce qu'il y a toujours un suppléant. Et pour eux qui est déjà en attente, en position de force pour les prendre. En fait, vous voyez, les méthodes du commerce, quand on amène ça en politique, ça devient des affaires en politique à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Nous sommes en face des gens qui sont rodés dans des manières de travailler en affaires. En affaires, si tu veux faire couler l'autre, tu sais comment tu vas le faire couler. Et cette loi donc, à laquelle vous faites allusion, c'est une loi drone. Vous voyez, c'est des lois qui visent quelques 2 personnes, pas plus dans le pays, malheureusement. Mais c'est du cinéma, tout ça. Mais ça va changer. Ça va mettre le temps, ça va mettre, mais ça ne va pas changer. Et c'est ce jour-là, certains qui ne... on n'est pas les plus intelligents. Je ne suis même pas intelligent du tout. Mais même du fond, des gens qui sont fin fort de notre vie, mais nous, on était, qu'est-ce qui nous voilait la face? Ouais, je ne sais pas si vous avez lu, je viens un peu du droit. Je viens un peu du droit. Et ouais, c'est ce truc, je parlais de commerçants et d'hommes d'affaires. Vous voyez, c'est comme un vendeur qui a la criée dans le feu, qui a un problème avec quelqu'un qui vend le même article, bien certifié et reconnu, en officine, en quelque part. Il dit, mais comment je vais faire parce que moi, j'ai le pouvoir quand même de faire tomber les choses. Il écrit des trucs pour dire, bon, les officines ne vont plus fonctionner et c'est moi qui dis comment on va bouger les choses, et comment on va changer, comment on va mettre des articles à l'intérieur. Nous sommes exactement dans le même cas. Je ne sais pas si vous avez bien lu. Donc, c'est le vendeur l'a crié dans un coin de sa maison, il écrit des tests, on envoie ça à ceux-là qui font applaudir. C'est-à-dire, ils ne font qu'applaudir au sein de l'hémicycle et dire, bon, on a voté un test. Voilà. Et ça, ce test devait... Le président n'est pas là, il ne peut pas se situer à la justice comme ça. Nous sommes en droite ligne de ce qui s'est passé, qui a abouti à la condamnation sans preuve ni rien du tout de la ministre honoraire du Bénin, de la ministre de la Justice honoraire du Bénin, Mme Rikiat Madou, de l'éminent professeur de droit constitutionnel, Joël Aïvon. Nous sommes encore exactement dans le même cas. La même personne s'assoit dans un coin de sa table et dit, oui, voilà, ceux-là, je ne les aime pas. Voilà, bon, il est condamné d'avance, quoi.
nous sommes exacts. Notre système judiciaire, il n'y a plus de lien entre celui qui produit les tests, hein, entre la société savante qui doit produire des tests, les soumettre à des techniciens qui vont dire non, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le droit, qui n'y connaît rien même du tout. Ouais, parce qu'il va falloir qu'on commence à nous montrer son premier diplôme publiquement pour que tout le monde puisse voir ça. Ce qui le donne en tant que spécialiste du droit à faire ce droit. Malheureusement, nous sommes dans un pays, c'est le Bénin qui est comme ça. Moi, je n'accorde aucun crédit. Je ne suis rien du tout en tant que... Je ne suis pas élu du peuple, mais ces gens, je ne les accorde aucune valeur. Et vous allez voir comment ça va finir, ce test, parce que je ne sais pas s'il va lui finement. Ça vise que 2 personnes. Il ne faut pas rester là, tourner autour du pot. Et le magicien, parfois même, je n'aime même pas être à sa place. Il fait même pitié. Vous voyez, un porte-parole, il dit qu'il porte-parole. Après, je crois qu'il parle à ses enfants ou bien aux gens de son quartier. Il vient, il dit, oui, bon, ça peut s'appliquer, les autres ne peuvent en bénéficier. Attends, mais regardez même la formulation du truc. C'est un ministre honoraire du Bénin, là. Moi, je suis du Bénin, nous sommes du Bénin. Qui devient, il faut lui faire un truc, dans un faux procès qui n'existe même pas. Vous arrêtez des gens sur les ponts alors qu'il a le terrorisme à côté de vous que vous n'arrivez même pas à combattre. Et vous dites, vous le faites. Maintenant, comment ils appellent ça? L'humanitaire et le social. Mais attends, on a vu des gens mourir au là. C'est là, je suis là en face de la présidence de la République. Mais il faut qu'ils arrêtent leur délit. Voyez-vous. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays comme ça. Donc, c'est une loi intuitive personnelle qui vise 2 personnes où, finalement, comme je l'écris toujours, j'opine souvent sur, curieusement, tous les trucs que vous avez pris aujourd'hui, j'ai opiné sur ça. Et je mets tous mes trucs pas écrits, je ne me cache pas. Le vendeur de Adoyo vient à la criée, là, de sucette, là, dans les feux, là. Voilà comment ça se passe. Je les tiens en laisse. Voilà, je les tiens en laisse. Je tiens ces 2-là en laisse. Maintenant, mais vous voyez le niveau intellectuel entre les 2 là. Et les gens, je cite là. Mais il faut arrêter. Ce n'est pas parce que moi, je m'entoure de toutes les compétences qu'il faut là, qu'il faut que j'ai la compétence. Ce n'est pas possible, monsieur Jossou. Je ne peux jamais être compétent dans votre domaine. Moi, je n'ai pas de plateforme de communication. Moi, je n'ai pas de compétences pour le faire. Voyez-vous. Donc, le gars, il reste dans un... Et maintenant, il dit, bon, c'est 2. Donc, pendant 5 ans, voilà ce que dit la loi. Je peux me tromper. Si je me trompe, c'est sans doute que vous avez lu aussi. Pendant 5 ans, si vous faites la demande, hein, que voilà... Je fais ma demande, ça dit que j'ai reconnu que, oui, mais je connais un seul cas très finement, le cas du professeur, de l'éminent professeur de Joël Aïvor. Et on dit Joël Aïvor, on retrouve un discours sur 2 personnes qui n'ont jamais vu. J'ai mis ça dans le circuit pour quand même rafraîchir la mémoire à nos compatriotes. Hein? On ne sait jamais, on ne va pas tous mourir au même moment. Et même s'il arrivait que nos détenus là mouraient, il y a des gens quand même qui vont parler en leur nom. On a vu un discours bien écrit sur 2 personnes. C'est des soldats. Et le monsieur Bago, le maître Bago, mais il le décrit de façon basique. À un moment donné, mais j'ai écrit même, c'est pour les nuls, quoi, qui le dit, pour les gens qui ne comprennent rien du tout. Et le discours, tel que c'est écrit, la personne qui doit prendre le pouvoir, celui qu'on décrit dans le truc, il ressemble à Joël Aïvor. Donc, ça dit que c'est Joël Aïvor qui a voulu faire un coup d'État. C'est comme ça, Joël Aïvor est en prison. Ça dit, maintenant, moi, je mets au défi toute la société savante là qui ne sait plus parler, parce que nous sommes un pays maintenant où surtout, il y a un mal profond qui vient de notre département de droit et de nos juristes là dans notre pays. J'assume complètement ce que je dis. Où personne ne peut plus opiner maintenant et faire une tribune pour dire, mais on va où là? Non, curieusement, c'est les gens de droit qu'on trimballe de partout. Hein, ils sont mis de la justice, après on les amène à la Cour constitutionnelle, après, même si on leur dit demain va devenir, donc, au niveau d'un parti, maintenant si demain on leur dit encore va devenir délégué de quartier, ils vont devenir délégués de quartier. Non, mais il faut arrêter. Nous sommes quand même le Bénin. C'est pour dire quoi? C'est pour dire cette loi est une loi drone et ça ne donne rien du tout. Parce qu'on a voulu infantiliser les gens, les tenir en laisse pendant 5 ans. Et quand tu es bon, 5 ans, tu te calmes, tu ne fais rien, on te donne encore 5 ans. Et au bout de 10 ans maintenant, ça équivaut à une amnistie ou bien à une grâce présidentielle. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a fait le droit qui a écrit ça là? Alors là, moi, je veux savoir s'il a fait, si c'est à l'université de Bagdad qu'il a fait son droit ou bien où. Je suis désolé. Hein? En tout cas, moi, le peu de droit que je fais, sur lequel je me base pour parler là, je ne l'ai pas fait à l'université de Bagdad. Et ceux qui sont en prison, qui n'ont pas fait l'université de Bagdad, ils savent que c'est un jeu qui ne les concerne même pas du tout. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Mais en supposant que cette loi vise les 2 personnalités que vous avez citées tantôt, je veux nommer le professeur Joël Aïvor et puis Mme Rekiat Madougou. Monsieur Rougnon, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte quand même pour ces 2 personnalités pour quitter plus tôt que prévu la prison?
Ça, bon, merci beaucoup. Ça me donne l'impression de... bon, je ne peux pas redire exactement les anecdotes d'histoire que monsieur Kassouma a raconté. Sinon, en réalité, moi, je dirais même que c'est juste de l'humiliation. C'est-à-dire, c'est des gens mélangés de la jalousie, de la convoitise. C'est des gens qui n'ont pas fait le droit, qui ont pris le pouvoir, qui ont eu le temps de manipuler les juristes dans le pays et qui ont eu le temps de les financer, des trucs, et qui ont pensé qu'en finançant les intellectuels, on peut prendre leur place. Et ils ont eu la chance d'avoir deux intellectuels, peut-être de politique, dans leur filet, et ils les manipulent à leur guise. Vous voyez, quand les gens aigris ont la chance dans une société de servir un certain nombre de paramètres, c'est ce que ça donne. Ils clochardisent tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est vrai, je l'ai lu une fois, je n'ai même pas perdu mon temps, je sais directement que c'est ce que et l'autre interlocuteur est en train de dire. J'ai su en même temps de quoi il s'agissait. J'ai compris que c'est Joël Aïvo et Rekiat Madougou que la loi la touche. Parce qu'ils ne savent plus comment s'organiser pour déconstruire tout ce qu'ils ont fabriqué là autour de cette personnalité. Ils ont peut-être quelques pressions, des choses, ils se reprochent aussi des choses, quelques nuits, et peut-être dehors, ça parle trop un peu à l'extérieur, et ils ont trouvé un truc, genre, ils ont fait de l'humanité. C'est ridicule tout ça. Ça, c'est nous-mêmes, ça, c'est les Africains, c'est nous-mêmes. On n'est pas performants, on n'arrive pas à monter des choses qui suscitent l'admiration. On fait des trucs de bassesse tout le temps, pour contourner tout le temps. Sinon, moi, je pense que tout ça, là, je repars en arrière. C'est l'absence d'État. Que les cadres même ont organisé. À un moment donné, je voyais un politique, là, un vieux politique, qui disait dans les années 96 ou bien 95, M. Amoussou Bruno, un journaliste lui demandait comment vous avez fait les campagnes. Il dit, mais les gens qui s'agitent là, ils n'ont pas l'argent. Que pour faire les campagnes électorales, il faut avoir l'argent. Comment un cadre peut parler comme ça? On est dans les combats d'idées. Et vous voyez, 95, j'étais tout jeune, j'avais même pas encore mon BPC. Et ça, c'est resté gravé dans la tête. Parce que moi, je n'ai jamais vu l'argent en politique. Moi, je me suis dit, c'est les combats des idées, comme on le faisait en classe. On se bat, responsable, l'autre est le deuxième, l'autre se bat avec le cabinet là, il arrive à se défendre. Et je dis, on ne met pas l'argent dedans. Mais pourquoi le vieux là dit que c'est l'argent? Ils ont utilisé l'argent, ils ont tout le temps eu besoin d'argent, ils ont tout le temps, ils ont eu leur salaire de base, ils ne se sont pas battus pour améliorer, rehausser le niveau du pays, pour améliorer les salaires. Ils ont voulu jouer au clown, c'est-à-dire maintenir la masse salariale toute basse et être les politiciens qui ont réussi les seuls dans le pays. Et pour ça, ils ont créé notre individu flou et transparent à qui ils ont confié une bonne partie de l'économie, qui les finance maintenant par derrière, et ils sont très riches en boutique, et la basse classe est là. Ce monsieur-là les a pris au carrefour. Et est devenu tous les manipules comme il veut. Parce que sinon, c'est toujours les gens du droit là. Les gens qui se fichent des mécènes, qui dans le pays, on les pose, on ne sait même pas ce qu'ils font. Ils n'arrivent même pas à éditer correctement les lois. Ils se sont fait prendre au piège. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout fait les droits. Il n'a aucune notion de déontologie, de morale, qui a saisi la chose en main et qui est en train de les manipuler. Parce qu'ils ont laissé la faille. Ils ont fissuré la charpente de la République, le droit, la justice. Mais on appelle ça même département de droit. Ils avaient des noms là. On dit il est allé en droit, il est allé. Ils avaient une école, une faculté de droit. Et c'est eux qui ont organisé des autres qu'on est en train de vivre. Parce que lorsque vous êtes dans ce système, vous vous battez pour que les clochards ne rentrent pas dedans, ne vous manipulent pas. C'est là où on en est arrivé aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se passaient sous silence. Et ils ont toléré, parce que c'est l'argent, des paquets, des enveloppes. Ils ont toléré les politiques, il y en a beaucoup. Mais quand je vois les Madame Rosine faire paix à son âme, Viera Soblo, tout ça, c'est des hommes de droit. C'est des gens qui ont fait le droit. Ils ont été loin, mais qui se sont laissés aller dans ces trucs-là où on leur envoie des enveloppes, tout ça. C'est le résultat final.
Maintenant, je garde espoir, comme M. Michaela, pour dire ça va changer. Les gens pensent toujours qu'ils sont très intelligents, mais il y a toujours une dame dans le pays qui va encore faire un enfant plus intelligent que toi. On est dans la République de faune, on est dans le même système de la faune. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus intelligent que toi. Donc, celui-là viendra. Sauf que quand il y a trop de frustration, trop de choses encaissées, au lieu de saisir le bout du bonheur de la postérité, les gens saisissent le bout de rendre compte, de se venger. C'est tout le mal. Plus vous vivez dans la frustration, quand vous avez le pouvoir, vous faites du n'importe quoi. Moi, ces lois qu'ils ont votées, c'est ridicule. Normalement, c'est eux-mêmes qui ont honte. Ça n'a pas de sens. Parce qu'un président, ce n'est pas à lui. Moi, je ne suis pas un homme de droit. Mais ça ne refuse pas un président de décider de sortir quelqu'un. Les grâces existent, non? Les grâces présidentielles existent. On en fait tout le temps. Chaque année, à la veille, je ne sais pas si c'est à la veille de la fête de fin d'année ou bien au 1er août, le président a la liberté en tant que chef suprême ou bien le premier constitutionnel, je ne sais pas. Il a la possibilité de faire ça, mais créer encore ça là, je pense que c'est des gens qui mitigent, mélangent des choses pour prouver qu'ils sont en train de mélanger alors qu'ils ne connaissent pas la profondeur. Je pense que c'est un débat, on peut même passer ça, quoi, parce que ça n'a pas de sens pour moi. On va finir cette émission avec le dernier coup d'État. 2 minutes, M. Diossou, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous laisse. Voilà, pour être cohérent dans mon propos, je parlais de société savante tout à l'heure quand on me demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour le système hospitalier et la santé prise comme un ensemble de bien-être, pas seulement la maladie, il y a aussi le bien-être de l'homme. Déjà, même le traumatisme que ce gouvernement fait subir à beaucoup de Béninois, c'est déjà une maladie, par exemple. Donc, je parlais de société savante, les techniciens de l'hôpital et les bénéficiaires des prestations de l'hôpital. C'est tout un set. C'est sur ce fondement-là que je me base aussi pour traiter le cas de la justice et plus précisément du droit. Et j'en viens, c'est pour montrer d'où je viens avec mon analyse. Mais attends, ça veut dire que nous sommes dans le Bénin là, où on n'a plus de société savante de la justice, pardon, du droit. Et curieusement, comme le dit notre compatriote, monsieur Bougnon, mais il y a une certaine cloche, c'est-à-dire que c'est la clochardisation là qui a atteint le niveau là comme ça au sein du département du droit, mais de notre société savante. Parce que quand je dis la société savante, ce ne sont que des gens qui s'occupent de la doctrine. Et des textes comme ça passent, nous lisons tout le temps la presse, on a un relais très sérieux aujourd'hui qui est les réseaux sociaux, où personne ne fait une tribune pour dire, mais arrêtez, jusqu'où vous allez là. Ce type de grâce auquel notre M. Onyo fait référence et d'amnistie et tout là. Mais c'est dans la Constitution. Je peux me tromper. C'est prévu quelque part dans le test central. Mais là, au nom de quoi? C'est-à-dire que les employés de talent là, qui sont là au niveau c'est-à-dire au niveau de la succursale qui est devenue l'Assemblée, ils prennent une loi comme ça, mais ils ont acheté le pays. Ouais, non, mais c'est fou. Si vous appelez, c'est pour faire des analyses et pour dire ce que nous pensons, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce que vous faites, hein, ouais, frère Onvi, Béné Diaspora, M. Onyo, tout le monde, mais c'est ça qui. En fait, ceux qui sont au pouvoir qui ne veulent pas discuter là doivent prendre ça comme une contribution à l'action efficace. Non, curieusement, c'est nous qui sommes là, qui parlons comme ça, qui deviennent encore des problèmes. Et encore, bon, je suis là, mais ceux qui sont nos compatriotes, sont même encore sur place au pays, sont les plus méritants. Vous imaginez, d'où la peur, on peut comprendre que les gens ne veulent pas parler. Parce que nous sommes face à un système qui résout tout par la justice et la police politique. Voyez-vous, je ne vais pas être long, c'est ce que je voulais dire pour montrer. Si ça peut faire un sursaut d'orgueil au niveau de la société savante de la justice, ben, je veux qu'on écrive un papier, parce que j'ai quand même un niveau quand même pas trop élevé, mais quand même petit, pour comprendre que ce que c'est quelqu'un écrit dans un test scientifique ou bien un article de journal, une tribune, est juste que ce test-là, le président peut prendre ce test. Et si pour leurs collègues, le professeur, le grand constitutionnel, je vais aller voir, et l'ex-ministre des gens qui font le beau là, et qui bombent le torse là aujourd'hui, on peut parler pour le cas, mais il faut faire attention aux mots. D'humanitaire et de social. Mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Même dans le choix des mots, on ne fait même pas attention. C'est là où je vois le report parole là qui vient. Et oui, même Joël Aïvo, tu ne peux plus bénéficier de ça. Attends, mais il faudrait quand même à un moment donné, si nous ne commençons pas à respecter nos cadres, nos intellectuels, il ne faut pas demander à un commerçant de le faire. Je ne dis pas que le commerçant ne joue pas un rôle dans la société,
Je sais bien qu'il y a les techniciens et il y a les autres aussi qui le font fonctionner à des échelles plus basses. C'est pas, en fait, il ne faut pas qu'on fonctionne comme certaines familles où c'est le plus riche qui est le plus fort. Ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes une république. Nous ne sommes pas une royauté. Merci beaucoup. Grand merci. Je voudrais juste rajouter pour vous dire, je peux me tromper, hein, qu'en réalité, au fait, cette loi-là, c'est pour humilier et mettre dans l'opinion publique, c'est politique, hein, mettre dans l'opinion publique de la masse parce qu'ils veulent valider quelque chose d'invalide pour les élections à venir. Ils en ont l'habitude. Je ne crois pas qu'ils feront le contraire. Ils vont faire du n'importe quoi. Et dans ça, il faut mettre dans l'opinion publique que Joël Aïvo va encore parler parce qu'ils veulent bien les libérer, les deux là, qui posent problème. Mais on va les libérer sous une caution d'humiliation pour dire c'est la clémence du chef de l'État qui est libéré. Sinon, il devait faire 100 ans en prison, 20 ans. Maintenant, voilà, le chef de l'État, pour raison d'humanitaire, va le libérer. Et la racaille politique qui va répéter les choses dans les confins du Bénin, ils n'en ont même pas besoin parce qu'on n'a pas besoin d'élections pour nommer, pour prendre les gens, pour remplir l'Assemblée, mais ils vont quand même faire le simulacre. Et il faut que ce simulacre-là ait une base. C'est ça le papier-là. Humanitaire, ceci, cela, pour sortir, le président va sortir. Donc, ils étaient en prison, c'est le président qui les a sortis. C'est pour, dans leur tête, dans leur conception de la chose qui est erronée, c'est pour taire ces deux personnalités-là, les sortir, évidemment, mais les exclure de façon sociale du paysage. C'est une manière de dire, quand vous confiez le pouvoir des gens qui ont un esprit mercantiliste et qui n'ont pas du tout, ils s'amusent, ils ont réussi, leur référence, c'est des petits jeux britons pour s'en sortir avec l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Ils raisonnent d'une autre manière et ils l'imposent parce que c'est pour avoir ton doctorat et ton droit, pour avoir des cadres, c'est lui qui a donné de l'argent. Donc il te dit, quand tu avais besoin de moi ici, c'était donner de l'argent. Faites ce que je dis. Donc, vous voyez, c'est ça qui rédige tous ces petits trucs que vous voyez. On comprend très bien, c'est une humiliation. C'est pour les faire sortir et les ranger. Pour dire, ah, vous êtes sortis de prison, ne vous mettez plus à ça, hein, plus de politique. Hein. C'est pour les écarter, pour les humilier d'abord, pour leur montrer que je suis plus fort que toi. Est-ce que je t'ai arrêté maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la République qui t'a sauvé? C'est des petits jeux auxquels on est habitué depuis les royaumes. Hein. Et je vous m'excusez de revenir en arrière. C'est juste pour... Oui, mais monsieur Mouillor, si on est deux, c'est quand même pour quand même... Je ne coupe pas la parole souvent comme ça, mais je me permets encore de prendre. Mais attends, vous faites de l'humanitaire pour un faux procès? Il y a quelque chose qui n'est pas tenable. C'est ça, moi, je veux que nos gars qui sont qui s'occupent de la doxa, je ne sais pas, de la doctrine, maintenant, ils ont disparu. Il fait un temps où les gens écrivaient dans ce pays, non? On lisait des tribunes de juristes. Exactement. Mais je ne veux pas citer les noms. Mais attends, on veut se dire maintenant que ces gens-là, ils ont tous peur des gens qui sont dans le commerce, là, qui font le commerce avec le pays. Non, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, nous sommes... Je suis précisément... J'ai beaucoup d'amis, hein, dans la doxa, dans la société savante, là, j'ai assez d'amis. Et moi, je leur dis aujourd'hui, ils ont tous échoué. Ouais, face à des gens... Face à des gens qui, à un moment donné, ne font plus le droit et mettre la volonté des gens dans des tests, à un moment donné, il faut au moins un courageux pour dire scientifiquement, je ne dis pas de faire la politique, ce n'est pas de faire parler quelque chose dans un journal, il fait un article, une tribune, comme on voit là, et puis mettre ça en Jeune Afrique, pourquoi pas mettre ça ailleurs dans les trucs savants de leur pays pour dire non, mais là, nous ne sommes plus dans le... Attends, les procès de ces gens-là, ce n'est pas parce que les gens se taisent, ils ne font rien, c'est parce qu'ils n'ont pas les fusils dans les mains, ils ne sont pas l'armée. Quelqu'un qui est démocrate, il y a ce que nous faisons là, il parle. Après, il va faire la manifestation dans les rues. On ne peut plus parler dans le pays parfois comme on veut. On ne peut plus marcher. On ne peut plus rien faire. Ouais. Et ça va durer ça combien de temps là? Mais ça ne va pas durer longtemps. À un moment donné, ça va changer parce que le peuple il est plus nombreux que les quelques gouvernants là et leurs familles. Exactement. Exactement. Donc, en 30 secondes chacun, je voulais juste avoir vos impressions par rapport au coup d'État au Burkina Faso. On va commencer par M. Alfred Mounion. Bon, je félicite déjà le jeune Traoré qui est arrivé, qui a compris que, parce qu'il a servi de base, hein, de régiment pour le renversement de Roch Makaboré. Et je crois que son supérieur de l'époque, qui est devenu président, n'a pas su que les jeunes allaient se révolter. Malheureusement, sinon heureusement, ce jeune-là, il a fait les longues études.
Je ne sais pas, il est allé à l'université. Il n'est pas resté de l'autre côté de la racaille. Et les clauses de départ ne sont pas respectées par ce supérieur hiérarchique. Ils ont décidé entre eux. Je crois qu'il y a eu un recrutement là qui a mis beaucoup de jeunes bacheliers, universitaires dans l'armée. Ils se sont entendus pour l'enlever. Je ne suis pas rentré dans le secret des dieux. Hein. C'est ce que j'ai compris. Je le félicite. Et il va bien faire s'il arrive à se taire et à suivre Assimi Goïta. Pour moi, il va réussir vraiment à mettre les choses dans le pays sur les rails, organiser les élections. Je crois qu'il va même vite arriver aux élections plutôt que ce que l'on est en train de voir. Donc, moi, je le félicite pour ce coup d'État et je pense qu'avec les coopérations diversifiées, je ne dis pas seulement d'aller à Russie, mais partout, ils vont pouvoir relever le défi du terrorisme, qui est un terrorisme en griffe un peu manipulé, monté de toutes pièces. Donc, ils vont pouvoir le faire pour sauver un peu le Burkina qui est dans l'emprise de certaines choses. Donc, pour moi, c'est une félicitation. Okay, Monsieur Kassoum, vos impressions par rapport à ce coup d'État? En 30 secondes, je ne sais pas si on peut dire ce qu'on pense, hein, mais bon, on va essayer. Moi, je ne suis pas pour un coup d'État. Et ça, je tiens un bloc depuis près d'une vingtaine d'années. Mes écrits sont là. Je n'ai jamais soutenu un coup d'État. Parce que je me dis souvent, les militaires, si c'est une armée nationale, l'armée nationale doit être dans son coin. Et finalement, les intellectuels font le boulot. Les gens vont dire souvent, je sens tout sur les intellectuels. Je ne dis pas qu'ils sont forcément, bon, les intellectuels civils, pour être plus clair. Hein. D'accord? Parce que dans l'armée, il y a quand même de très bons cadres. Hein. M. Rouillard disait tout à l'heure que le président, l'homme fort, le chef d'État, parce qu'il y a une différence quand même, ce ne sont pas des présidents, c'est chefs d'État, bon, nommés de force comme ça. Et ils ont fait de bonnes études, c'est un peu comme celui qui est parti aussi, c'est quelqu'un quand même qui a écrit un livre sur le terrorisme et tout. J'ai lu ce livre, et fort de cela, les gens pensaient qu'il pouvait changer quelque chose. Mais le point est plus profond que cela. Ce n'est pas le fait qu'il se succède. Et 8 mois après, on en enlève monsieur Kaboré, après, l'autre, le président qui est passé, il passe, et l'autre arrive. Ça fait en 8 mois, il y a eu 2 coups d'État faciles, alors que ce pays bat plus ou moins le record de changement de coup d'État parce que les militaires s'immiscent rapidement dans les affaires politiques là-bas. Il n'est même pas exclu que d'ici à là, il y a encore un coup d'État. Parce que c'est malheureusement, quand ça commence comme ça, le cycle ne s'arrête pas. Mais il faut voir d'où vient le problème. Hein? C'est parce qu'aujourd'hui, quand les intellectuels, à un moment donné, commencent à se prendre les pieds dans le filet, comme je le dis pour la société savante du droit dans notre pays, finalement, l'armée a beau soutenir le dictateur, le satrape reptilien à un moment donné. Et à un moment donné, on se dit, mais ils ne sont pas plus intelligents que nous. Nous avons été dans les mêmes écoles. Il y a de meilleurs officiers qui sont spécialistes du génie civil, par exemple. Des meilleurs officiers qui sont de bons chirurgiens. De meilleurs officiers qui sont des hommes de lettres. J'ai un ami qui a fait le droit, mais c'est un bon juriste. Hein, il est dans l'armée. Donc, à un moment donné, ils viennent arbitrer le jeu, mais curieusement, quand ils viennent, malgré qu'ils ont un bon niveau, ils ne viennent plus arbitrer le jeu avec la littérature comme nous faisons là. Ils viennent arbitrer le jeu avec des fusils et des hélicoptères et tout ce qu'il faut. Donc, moi, un coup d'État, je ne crois pas que c'est ça qui va résoudre le problème. Mais si à un moment donné, ils sont là pour arbitrer rapidement, temporairement et de remettre le pouvoir aux civils, c'est bien. Mais je ne crois pas que ça ne se passera pas si facilement comme ça. Et il ne faut pas sortir ce qui se passe au Burkina là. Ce n'est pas un décrochage du repositionnement de puissances étrangères dans la zone. Hein, parce que si on veut faire des analyses au carrefour de la géographie, de la politique, mais au carrefour de la géographie, de l'économie, et ce qui se passe là s'explique. Hein, moi, je dis, moi, je suis beaucoup plus proche de tel truc, et la population va me suivre parce qu'aujourd'hui, il y a telle puissance qu'on n'aime plus parce que, bon, il y a aujourd'hui ce que j'appelle le rôle des influenceurs. Ouais, vous qui avez un plateau de médias, et vous savez qu'à un moment donné, quand on parlait des influenceurs, on se disait non, mais c'est des gens, des dames qui veulent vendre telle marque de produits et qui veulent montrer qu'ils ont ceci. Non, aujourd'hui, on a des influenceurs politiques aujourd'hui. Hein, et nous tendons de plus en plus là vers un panafricanisme warrioriste. Hein, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Un panafricanisme avec warrior, quoi, militarisé, un panafricanisme mercenaire. Hein, où bon, on n'y a pas la force. C'est ça le problème. Ces militaires, c'est ça qui explique la jeunesse de ces gens-là. Et ça va descendre encore beaucoup plus. Et il faut prendre dans la zone, l'Afrique occidentale, c'est quelque chose qui va se développer.
Hein? Vous voyez la Guinée, vous voyez le Mali, vous voyez le Burkina, et n'oubliez pas que le Burkina, c'est à notre frontière nord. Voyez-vous, avec les incursions que nous avons. Mais, curieusement, il y a quelque chose qui leur sert de prétexte, qui est réel, un fait réel, mais qui n'est pas ce qu'on croit. Et c'est le terrorisme. Hein? N'importe qui vient même dans le Bénin, demain quelqu'un se lève au Bénin pour dire que moi, mes terroristes, ce ne sont pas des gens qu'on arrête sur le pont de Godomain ou de Porte-Nouveau, c'est des gens qui nous emmènent à nos frontières nord, mais je vous assure que c'est quelqu'un que les gens vont suivre. Parce que les chars du régime là ne sont pas plus nombreux que la population. Donc c'est un phénomène qu'il faut étudier de façon globale, mais qui ne se justifie pas le fait que les puissances étrangères puissantes sont en train de se repositionner dans la zone. Et l'analyse que nous devons faire pour que l'analyse soit totale et englobante doit être au carrefour du Mali, du Burkina en statut national, hein, en lien avec ses relations économiques, en lien avec ses relations politiques avec l'extérieur. C'est ce que je peux dire. Je sais que j'ai débordé largement les 30 secondes. Mais voilà. C'est correct. Donc, merci, M. Michael Akassou et M. Alfred Mouillon. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, c'est le nouveau format qu'on vous propose maintenant avec nos deux analystes qui reviendront peut-être pas tous les dimanches, mais chaque fois qu'il y a des sujets brûlants, ils seront avec nous pour pouvoir partager leur point de vue, analyser les sujets, essayer de proposer aussi des pistes de solutions. Je remercie aussi tous les internautes qui sont restés avec nous pour leurs commentaires aussi. Et je voulais rappeler que l'émission qu'on fait, c'est pas, on n'est pas dans une course d'audience. On le fait d'abord pour l'histoire, pour qu'on ne dise pas à un jour donné, personne ne disait rien. Pendant le régime de Yahya Boni, on a écrit tous les jours. On ne demandait pas combien de personnes ont lu ce qu'on a écrit. Donc, on n'est pas dans une course d'audience ici. On les fait d'abord pour laisser des traces dans l'histoire. Et puis, ceux qui savent comment ça fonctionne, le live sur Facebook, ce n'est pas comme le nombre de personnes qu'on voit au moment où on fait l'émission, ce n'est pas ça le plus important. Il y a beaucoup plus d'autres indicateurs qui sont derrière, qui sont dans le backstore. Donc, on n'est pas dans une course ici d'audience ou pas. Et ici, nous, tout le monde ne pourra jamais, on ne va pas se taire par rapport à certaines situations. C'est notre rôle en tant que fils de ce pays d'apporter la contradiction, de ne pas laisser qu'un seul son de cloche résonner dans notre pays, permettre aux populations d'entendre d'autres points de vue, d'autres lectures des réalités, de ce que vivent nos populations au quotidien. En tout cas, c'est la mission qu'on s'est donnée et on ne va pas baisser les bras. Même s'il reste un seul internaute, même sans internaute au cours du direct, on va continuer quand même à faire nos émissions et on a nos moyens pour pouvoir diffuser largement le message. Donc, merci beaucoup à mes deux chers invités de ce dimanche 16 octobre. On se donne rendez-vous très prochainement. Merci, M. Yassou. Merci beaucoup et merci, monsieur. Merci, Michael. monsieur. À plus.